sur la crypto? Non, il est pas. Bien, bonjour à tous. Frédéric, tu veux peut-être dire quelques mots Je d'introduction pour laissais ce rentrer dernier. un petit peu. Ouais, je laissais rentrer un petit peu tout le monde dans la salle. Merci Jean-Marc et merci à tous les participants, participantes de ce webinaire et de ces webinaires depuis janvier 2025. Je laisserai la parole juste à Marc pour remercier ses invités, à Jean-Marc pour remercier ses invités. Actualité Force Patrimoine très riche également 2025, mais on fera un bilan début 2026. Nous avons le certificat expert comptable patrimonial qui a attaqué il y a un mois et qui est full. Donc, on vous attend nombreux l'année prochaine. Et puis, deux formations pour janvier. Les inscriptions sont ouvertes dès à présent. Formation, donc le dirigeant remarié, puisque la durée de vie d'un mariage, c'est en moyenne 11 ans. Euh, donc, du coup, que se passe-t-il pour le dirigeant dans le cadre d'un remariage de demi-journée les 13 et 20 janvier avec Maître Blanc pour triturer toutes les problématiques juridiques. Et une deuxième formation, une journée complète sur la société civile, les enjeux civils, donc avec Émilie, euh, qui va nous faire un tour complet de la société civile. Eh bien, maintenant, je laisse la parole à Jean-Marc, qui va nous présenter le débat du jour. Et puis, on se donne rendez-vous en début janvier 2026. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et puis à très bientôt. Merci. Eh bien, merci Frédéric. Bonjour à tous et tout d'abord, merci pour nous avoir suivis tout au long de cette année. J'espère bien que vous serez encore plus nombreux l'année prochaine, sachant que, on va faire deux, trois petites retouches hein, sur le format pour donner au moins une fois par trimestre un côté très, très pratique, notamment sur l'allocation d'actifs, l'utilisation de logiciels d'allocation d'actifs ou des choses comme ça. Donc, ça évitera aussi éventuellement peut-être certaines monotonies qui sont mises en place dans quelque chose. Il faut toujours rénover, il faut toujours innover, il faut toujours imaginer des choses pour pouvoir garder son auditoire captif. Euh, on met les pieds dans le plat sur la dernière séance de l'année. J'ai prévenu mes camarades et on va tenter de faire du Nostradamus ou de Madame Soleil, c'est-à-dire de regarder quelles seraient les perspectives de 2026, en sachant que bien évidemment, il n'y aura aucune certitude et que finalement, on n'en sait rien. Je vous donne presque ma conclusion, mais qu'il faut quand même se préparer, faire des allocations et répondre aux demandes de nos clients, que ce soit d'un point de vue investissement pur ou tout simplement d'un point de vue d'objectifs patrimoniaux. Car ne l'oubliez pas, hein, le but, il n'est pas de faire du trading, pas de faire du swing trading, mais bien de répondre à des problématiques patrimoniales de nos clients dans les préconisations et donc de trouver les investissements idoines. Et pour lancer le débat, j'ai décidé de lancer un débat sur quelque chose qui va piquer tout de suite. Mesdames et messieurs, chers confrères, y a-t-il une bulle sur la tech et notamment sur l'intelligence artificielle? Armand, peut-être veux-tu commencer? Ouais, merci Jean-Marc. Donc c'est un vaste programme. Moi, je changerais peut-être la question en disant est-ce que c'est une bulle ou est-ce que c'est un boom? Parce qu'effectivement, on a bien vu que cette année, en fait, la croissance a été principalement tirée par les dépenses en investissement sur l'IA et ça risque d'engendrer en fait nos perspectives. En fait, c'est vraiment un élément central de nos perspectives pour 2026. Alors, j'ai décidé de partager avec vous cette slide. C'est l'unique slide que je partage avec vous aujourd'hui, justement sur les avantages perçus de l'utilisation de l'IA. Et c'est une question qu'on a posée à nos analystes. Pour rappel, on a 400 professionnels d'investissement qui sont répartis dans le monde entier. Et en fait, leur boulot, c'est d'étudier les entreprises. Donc, nos analystes, en fait, vont au-devant les entreprises pour poser un certain nombre de questions pour bien comprendre l'écosystème dans lequel elles évoluent et émettre derrière des recommandations à l'achat et à la vente. Et quand on pose la question à nos analystes, savoir si les entreprises que les années suivent vont profiter de l'IA sur les 12 prochains mois, c'est assez, on va dire, hétérogène en fonction des zones et en fonction des secteurs. Donc, il y a des secteurs qui vont être
pleinement impactés par l'IA. Je pense notamment aux services de communication, ce qui est assez logique. Et à l'inverse, il y a des secteurs qui ne vont pas du tout être impactés par l'IA. C'est le cas de l'immobilier ou des matériaux. Et on voit effectivement la manière dont l'IA est pricée par le marché aujourd'hui, et surtout les hyperscalers et les grosses valeurs en fait, de l'IA, qui sont aujourd'hui pricées à la perfection finalement. Euh, la réalité, elle est peut-être un peu plus grise, dans le sens où l'adoption de l'IA ne va pas se faire du jour au lendemain. Des secteurs vont en tirer profit assez rapidement, et les gains de productivité dans d'autres secteurs et dans d'autres régions vont être un peu plus longs à se faire sentir. Et en réalité, en fait, il y a deux forces de rappel quand on parle d'IA, deux forces de rappel principales et qui vont in fine en fait retarder l'application de l'IA dans notre économie. Et la première force de rappel, qui est le vrai bottleneck en fait de l'IA, c'est l'énergie. Vous n'êtes pas sans savoir que en fait derrière, ce sont des modèles qui tournent avec énormément de données qui sont traitées, et donc du coup, ça demande énormément d'énergie. Et c'est vrai qu'il y a quand même un défaut d'énergie, de génération d'énergie dans le monde, et plus particulièrement aux États-Unis. Et en fait, pour pallier à ce problème-là, ils construisent en fait des centrales à gaz. Donc c'est vraiment une solution à court terme. La solution à long terme serait en fait de construire des centrales nucléaires, mais c'est vraiment des projets à long terme, ce que n'a pas forcément anticipé les États-Unis quand ils sont lancés dans la course de l'IA. Ce qui n'est pas forcément le cas de la Chine d'ailleurs, parce que la Chine aujourd'hui est dotée d'un certain nombre de centrales nucléaires et a pris énormément d'avance sur les États-Unis, sur la génération d'énergie. Donc en fait, la Chine serait en mesure de créer tout un écosystème sur l'IA. Après se pose véritablement la problématique on va dire de la souveraineté si les acteurs internationaux se posaient en Chine justement pour développer l'IA. Et la deuxième force de rappel, en fait, elle est tombée dans une étude de Goldman Sachs qui a été publiée récemment, qui en fait montre que 40% des emplois qualifiés devraient disparaître d'ici 2030 avec justement l'adoption de l'IA. Et ça, forcément, ça crée des problématiques sociales. Et dans justement ces problématiques sociales, il se pourrait que les gouvernements, d'un point de vue politique, décident en fait de retarder l'adoption de l'IA. Et donc, en fait, ce sont vraiment deux forces de rappel assez importantes qui nous font penser que finalement, l'IA, au niveau global, au niveau de la société, ne va pas en fait être adoptée du jour au lendemain pour gagner en productivité. Après, il y a les exagérations. Alors moi, j'aime bien prendre une valeur qui est assez connue, quand une entreprise qui est assez connue en termes d'exagération, c'est ChatGPT, donc OpenAI. Alors, ça, c'est intéressant. J'ai quelques chiffres par rapport à ça. OpenAI, c'est 10 milliards de chiffre d'affaires et c'est 1,5 trilliard d'engagement de CAPEX. Donc, en fait, les engagements de CAPEX, c'est 150 fois son chiffre d'affaires annuel. Et ça montre en fait les engagements d'investissement dans l'IA qui sont juste colossales. Et d'ailleurs, OpenAI, donc Sal Mattman, le patron d'OpenAI, a demandé justement à l'État américain d'étendre en fait le crédit d'impôt dû au CHIPS Act justement pour inclure l'ensemble des données des data centers, des serveurs et des composants critiques en fait au réseau électrique, justement pour baisser l'enveloppe fiscale, justement pour avoir un peu plus de marge de manœuvre pour pouvoir investir dans l'intelligence artificielle. Donc après, une fois qu'on a dit ça, on a tendance à souvent faire le rapprochement entre aujourd'hui, donc 2025, et les années 2000, sauf qu'on est vraiment dans deux cas de figure totalement différents. Alors, il y a deux ratios pour illustrer en fait la différence des écosystèmes dans lesquels on évolue par rapport à 2000. Le premier ratio, c'est la dette sur EBITDA. Donc, en fait, donc la dette rapportée en fait, au chiffre d'affaires. Vous êtes expert comptable, vous savez bien mieux que moi tout ça. Donc, en 2000, pour les entreprises du Nasdaq 100, c'était 2. Alors qu'aujourd'hui, pour le Nasdaq 100 toujours, donc en 2026, anticipé, c'est 0,96. Ce qui veut dire que les entreprises sont beaucoup moins leveragées qu'elles ne l'étaient en 2000 et d'ailleurs disposent énormément de cash, sont très bien capitalisées et ont cette capacité dans l'ensemble d'investir justement en CAPEX pour justement développer l'intelligence artificielle. À ça s'ajoute quand même, puisqu'ils ont assez peu d'endettement par rapport on va dire, à leur chiffre d'affaires, à leur productivité. Ils ont la capacité aussi, demain, avec la baisse des taux, donc on a déjà eu 2 baisses des taux aux États-Unis, on devrait peut-être en avoir une supplémentaire d'ici la fin de l'année, et cette baisse des taux devrait continuer l'année prochaine. Ça va donner de la marge de manœuvre supplémentaire aux entreprises pour lever la dette, pour continuer justement à investir dans l'IA. Donc tout ça pour dire que finalement, les perspectives, en fait, s'il y a une bulle sur l'IA, elle ne devrait pas exploser dans les 2-3 mois qui arrivent. Et la deuxième chose qui est assez intéressante, c'est le rendement des free cash flow. Les entreprises du Nasdaq 100 en 2000 étaient négatifs, moins 2%.
alors qu'il est positif aujourd'hui. Donc, au-delà d'avoir des entreprises qui sont bien capitalisées, faiblement endettées, avec pas mal de cash en portefeuille, ce sont également des entreprises qui sont aujourd'hui rentables, ce qui n'était pas le cas dans l'ensemble en 2000. Donc, on est vraiment dans deux écosystèmes différents. Après, c'est vrai qu'au regard on va dire des, au regard des exagérations, il faut être en mesure en fait de sélectionner les valeurs qui vont tirer profit de l'IA aujourd'hui et des valeurs qui ne soient pas trop fortement valorisées. Et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, chez Fidelity, au regard de notre recherche. On a tendance à dire en fait que la pelle et la pioche, aujourd'hui, c'est déjà correctement pricé et qu'il faut investir en fait dans la seconde vague de l'IA aujourd'hui. C'était des entreprises qui vont profiter de l'intelligence artificielle pour gagner en productivité. Et ça va être notamment en fait l'ensemble des secteurs d'activité ou des entreprises qui génèrent énormément de data et qui vont profiter de l'IA justement pour mieux gérer ces datas-là, pour gagner justement en productivité. Claude, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le sujet. Alors, Euh, bonjour à tous. alors, juste avant que tu interviennes, Claude, parce que j'ai Oui, décidé, comme c'est la dernière de l'année, d'être un peu pénible. Alors, quand je dis pénible, mais c'est même plus d'être un peu sympathique, mon cher Claude. j'entends Déjà, bien. y en a-t-il d'entre vous qui pensent qu'on est effectivement sur une bulle? Je m'adresse à nos spécialistes. Sans aller plus loin, oui ou non? Ce qu'a dit Armand, c'est non. Moi, je dirais que, comme toujours, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, quoi. Donc, Ok, donc la bulle, on sait qu'elle éclate le jour où elle éclate. On a du mal à l'anticiper. C'est vrai qu'il y a des montants colossaux, il y a des investissements colossaux. Je suis un peu d'accord avec Armand sur le fait que on n'est pas dans la situation de l'an 2000. Mais en l'an 2000, avec la bulle technologique, on pouvait faire aussi des comparaisons avec des bulles précédentes où on disait on n'est pas dans cette situation, etc. Donc, j'aurais tendance à moi à rester prudent parce qu'on est quand même sur des valorisations qui sont assez élevées, même encore une fois si le contexte n'est pas tout à fait le même. Mais voilà, dans le doute, alors faut participer à cette évolution, faut participer à cette révolution, cette nouvelle révolution industrielle, hein. On peut dire que c'est une énième révolution industrielle, mais je dirais qu'il faut quand même être assez prudent, hein. Tout mettre sur le rouge, bah c'est comme aller au casino, quoi. C'est de se dire. Donc, il y a effectivement, comme l'a dit justement Armand, avec des proxys, hein, des sociétés qui vont pouvoir développer cette intelligence artificielle, ça me semble plus judicieux que d'aller directement investir sur de Nvidia à des niveaux de valorisation, même si ça continue de monter à des niveaux de valorisation qui sont quand même énorme. Je ne sais pas si Yufeng, par rapport à ces analyses, a quelque chose à rajouter là-dessus, mais je pense que il convient quand même d'adopter une certaine prudence, même si on a envie de profiter de cette manne de l'intelligence artificielle. alors ce que j'entends globalement, c'est on a des valos stratosphériques, on a une spéculation très élevée et on a des dépenses de R&D extrêmement élevées. Ça, c'est 2000 quand même. On a Oui, des... Ça, c'est quand même 2000, je puisque peux Voilà. je peux me permettre de rajouter, je suis totalement d'accord avec Claude là-dessus et Jean-Marc, tout ça c'est 2000, hein. Sauf que justement, le marché en ce moment prend la main règle, mesurer la situation actuelle que la situation de 2000. Sauf qu'il y a quelque chose qui va changer. Il y a deux choses pour moi qui ont été qui sont profondément différentes. Première chose, c'est qu'en 2000, les entreprises n'ont pas quelque chose qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on appelle l'asset, digital asset. Voilà. C'est quoi le digital asset? C'est le data. C'est le connaissance sur le monde, le pouvoir sur le monde. Aujourd'hui, ces entreprises high-tech nous connaissent tout sur nous. Voilà. Et ça, c'est-à-dire, ils peuvent nous manipuler à tout moment, modifier notre comportement de consommation. Et ce sont des entreprises extrêmement, je dirais, de qualité qui ont beaucoup de cash, qui sont rentables, mais c'est surtout qui ont un pouvoir de digital asset énorme qu'on a du mal à estimer l'étendue et la puissance. Alors, en 2000, c'était pas du tout le cas. C'était purement sur le fantasme financier. Comment on va changer le monde? Moi, l'expérience personnelle, c'était le père d'un copain qui a créé une startup à l'époque-là, en 2000. Ils étaient trois, ils ont mis trois ordi. Au bout de 3 mois, ils ont été cotés en bourse. Voilà, c'était, vous voyez la différence. Et aujourd'hui, parle quand même de quelques entreprises dans le monde qui créent cette bulle.
mais qui sont extrêmement puissantes. Leur puissance a atteint jusqu'à arriver à la table de négociation entre les différentes nations. C'est-à-dire quand Xi Jinping et Trump se rencontrent, ils parlent de ces entreprises comme des enjeux de négociation. Voilà. Donc c'est là, je vais rajouter une deuxième chose par rapport à 2000. Il y a une énorme différence, c'est qu'en 2000, on parle de l'investissement privé. C'est-à-dire c'est un fantasme privé, collectif, mais ça reste privé. Aujourd'hui, on parle de ces secteurs avec des enjeux, des investissements publics. Justement, Armand qui parlait tout à l'heure que les Chinois ont construit des centres nucléaires, des infrastructures pour faire la course de IA. Les Américains, c'est pareil. En Europe, on commence à en parler. On parle des armements. Dans l'armement, on parlait également de l'IA. Donc voilà, il y a quelque chose qui est profondément changé dans le consensus collectif. C'est en 2000, c'est vraiment un fantasme collectif ou privé concernant l'aspect financier. Aujourd'hui, on a un consensus collectif à la fois public, privé et qui concerne pas que l'enjeu financier, mais c'est stratégique, militaire. Parfois, quelquefois, certains parlent de l'identité, de la survie. Donc voilà, c'est côté la valorisation de digital asset que le marché parle pas trop et la puissance de ces entreprises, l'impact sur le géopolitique fait qu'aujourd'hui, le curseur de la définition de bulle change un peu. Voilà. Alors, puisque j'ai décidé d'être pénible, Yufeng, je, je regarde j'ai regardé quand même un point statistique pour un comparatif entre ceux qui disent qu'on est, alors, dans une bulle, que les choses soient claires. Quand on regarde l'histoire boursière, Claude a raison, les bulles, il n'y a pas que celle-ci d'ailleurs, il y en a partout. Et chaque fois qu'une nouvelle technologie, qu'on a une révolution industrielle ou technologique, une bulle s'est faite derrière et un crack s'est fait derrière. Ça a marché pour le chemin de fer, hein, ça a marché pour l'électricité, ça a marché, même si c'était mal contrôlé aussi, c'était une explication et moins régulée en 2000 pour tout ce qui était une nouvelle technologie de l'information et de la communication. Mais je regarde Mhm. quelques stats. 2000, quasiment 75% des bénéfices des boîtes étaient réinvestis en recherche-développement. Ce qui sauve aujourd'hui, c'est 80%, hein. On annonce que les 5 plus grosses capis du Standard & Poor's 500 que vous connaissez, hein, entre autres Meta, en sont à 80% du réinvestissement de leurs bénéfices en 2026. Ma question est, euh, tant que les bénéfices vont croître, on tient. Est-ce qu'on n'a pas un risque de voir, malgré tout ce que vous dites, de voir un ralentissement des bénéfices, comme on l'a vu finalement la crise de 99-2000, c'est-à-dire c'est le Q4 où les flux de trésorerie commencent à baisser, mais les niveaux de d'investissement étaient très élevés. À l'époque, c'était notamment le déploiement de la fibre, hein, et de la 3 au 4G, je ne l'ai plus en tête parce que le temps passe vite, hein, voilà, donc on parle aussi, notre auditoire est avant tout des experts comptables. D'un point de vue bilanciel, est-ce que on se dit Yahoo, super, les bénéfices continuent d'augmenter, cette charge de 80% de réinvestissement, finalement, on la digère, ou attention, hein, c'est un système qui peut se gripper, notamment sur les flux de trésorerie à terme. Tu as raison de le dire, Jean-Marc. S'il n'y a pas éclatement de cette bulle, il y a des fortes chances pour qu'elle se dégonfle. Donc, ça sera moins pire, mais ce sera un pchit qui pourra durer quelque temps. Et donc, ceux qui seront rentrés au plus haut auront forcément des déconvenus parce que forcément, ces valorisations, à un moment donné, je pense elles vont se détendre. Encore une fois, hein, c'est ce qu'on peut envisager, mais c'est vrai que c'est assez. Enfin, il y a cette inquiétude. S'il n'y a pas éclatement, il peut y avoir des gonflements de la bulle. Je pense qu'il y a deux choses. Alors, la première chose, c'est que les attentes des bénéfices, des croissances des bénéfices des entreprises sont stratosphériques. Euh, et ça, c'est vrai. C'est qu'on attend effectivement que les entreprises soient plus rentables du fait de l'IA. Et je pense notamment au 7 Fantastique. Si on prend une valeur tech Nvidia, alors elle arrive toujours à surprendre à la hausse en fait les attentes des bénéfices. C'est une entreprise qui est magnifique, à 70% de marge. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, elle est en situation de monopole ou quasi-monopole dans son secteur et va se poser la question à un moment donné où Nvidia n'arrivera pas en fait à battre les attentes des analystes. Et même si Nvidia publie des résultats qui sont toujours excellents, le fait de ne pas atteindre les attentes des analystes peut engendrer une correction.
Et en fait, le risque principal de NVIDIA, c'est la venue de concurrents qui viendraient justement marcher sur les plates-bandes et gagner des parts de marché vis-à-vis de NVIDIA. Et typiquement, chez Fidelity, on a identifié une valeur potentielle qui s'appelle Grok, qui a pour volonté en fait de générer en fait des puces qui soient 10 fois plus rapides que celles de NVIDIA pour 10 fois moins cher. Alors, est-ce qu'ils vont y arriver? Je ne sais pas. C'est toute la question. Mais c'est quand même une valeur qui est fondée derrière par des milliardaires américains et par des investisseurs internationaux du type BlackRock, du type Capital Partners, du fonds souverain d'Arabie Saoudite. Donc, il y a quand même énormément, c'est une boîte qui est non cotée en bourse, une boîte privée. Il y a énormément d'investissements qui sont faits avec justement cette ambition et cette volonté. Donc, ça, c'est le premier risque. Après, on parle effectivement de bulle ou de boom, mais juste en termes de valorisation, on parlait effectivement de marché qui monte. Si on veut vraiment se faire peur ou au contraire être un peu euphorique et faire le comparatif avec 2000, en 98, il y a la baisse des taux. Donc on est dans la même situation où la baisse des taux a commencé. Le marché en 99, alors je regardais à l'instant là, la performance du Nasdaq en 99, si je ne dis pas de bêtises, on est sur une performance qui fait, je crois que j'étais à 80% de performance sur 99. Donc l'idée, c'est, oui, effectivement, il peut y avoir une bulle, sauf qu'on n'est pas encore tout à fait dans la même situation. Par contre, effectivement, on peut avoir le risque, en fait, aujourd'hui, aussi, ce serait de ne pas être exposé au marché et de rater, en fait, cette hausse massive qu'on peut avoir sur les marchés. Et c'est tout le sujet, en fait, avec les actions. C'est qu'en fait, le peur, justement, d'une correction, parce qu'on est soi-disant sur un point haut, c'est de sortir de marché et de manquer la hausse. Alors, toute proportion gardée ici, c'est qu'il ne faut pas investir non plus au moment où ça va éclater. C'est un jeu d'équilibre qui est assez intéressant, qui est assez un jeu d'équilibriste, en fait. Tu as raison, Armand. Rappelons de mémoire, à vérifier, mais je crois que c'est dans cet ordre-là. Le Nasdaq, par rapport à son plus haut après l'éclatement de la bulle technologique, a mis 5 ans pour retrouver sa valorisation. C'est-à-dire qu'en 2 ans, ça a explosé. Il a fallu 2 ans pour arriver au plus haut des valorisations. Il a fallu 5 ans derrière pour. Alors, finalement, si on a du temps, c'est comme toujours, l'investissement action, même si on est pris dans une bulle technologique ou autre, une bulle en tout cas spéculative. Effectivement, si on est patient, il ne faut pas paniquer et on pourra retrouver peut-être son investissement. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, aujourd'hui, de toute façon, l'intelligence artificielle, ça attire les convoitises. Les convoitises, les concurrents, ben, on voit Nvidia un peu tout seul aujourd'hui. Effectivement, moi, si j'étais fabricant de microprocesseurs, je ferais le maximum aujourd'hui en développement, attirer des capitaux pour justement contrer, essayer de prendre des parts de marché de ce quasi-monopole qu'a aujourd'hui Nvidia. Donc, c'est quelque chose de toute façon, qu'il faut surveiller. Et effectivement, ça peut encore continuer. Moi, je pense aussi que de ce côté-là, avec des valorisations comme ça peut encore durer un certain temps. Mais il ne faut pas non plus minimiser les interventions d'autres de sociétés concurrentes qui, bien entendu, voudront, si elles ne sont pas déjà sur les rangs, voudront en tout cas concurrencer ce marché. Alors, mon cher Claude, concurrencer Nvidia ou être racheté par Nvidia? Parce que quand on Oui, regarde Oui. les niveaux de cash flow, notamment si je prends Microsoft, 135 milliards de, de trésor, par exemple, c'est de se dire, c'est un bon argument aussi de se dire, de toute façon, à un moment donné ou à un autre, si on sort trop du bois, on est racheté. Bien sûr. Euh, s'il y a bulle, Et, il faut et que les les choses soient États claires. Il y aussi, a bulle. les États. Oui. S'il y a bulle, que les choses soient claires, moi je Les pense qu'il États faut assumer qu'il y ait aujourd'hui, bulle. excuse-moi Jean-Marc, aujourd'hui en Europe, on consomme 20% des microprocesseurs au niveau de la production mondiale, 20%, mais on n'en fabrique que 9%. Dans le cadre de de la souveraineté européenne, il y a aussi des réactions au niveau européen, enfin des capitaux qui sont mis dans des entreprises européennes, justement, pour essayer d'être moins dépendants aussi sur ce secteur d'activité. Il y a ça aussi, ouais. au-delà du privé, il peut y avoir le côté public aussi des États qui fait qu'il faut réagir face à je dirais, cette mainmise, en tout cas, notamment d'une société sur un marché. C'est Ah, exactement ça. que les Mais choses soient claires, Claude, sur ce que tu dis. La Russie et la Chine sont déjà très avancés, ils sont sur des 4e générations de microprocesseurs.
Ces pays-là ont compris qu'il fallait Ouais. avoir absolument une indépendance technologique Mais et que c'est quand on en est déjà à des niveaux 4 sur du micropros, on ne fait pas tourner des machines à laver, hein, on est bien d'accord. Dans un autre, dans cette logique de la Oui. Chine, moi je vous invite à lire, je ne fais pas de la pub, hein, 50 millions de consommateurs, qui fait un comparatif des smartphones. Et dans le top 5 des meilleurs smartphones, vous avez quatre fabricants chinois, quoi. Apple se fait Mmh. aussi, enfin, vous voyez, alors que c'était le leader quand Mmh. même. Bien Alors bon, sûr. après, il y a un phénomène peut-être d'appareil, de mode, etc. Mais en tout cas, on voit qu'au niveau technologique, tu as raison, Jean-Marc, de le souligner, bah, la Chine, elle va pas non plus attendre les Mais c'est États-Unis. ce que je disais hein, par rapport à 2000, hein, le paysage est considérablement changé dans le sens que les acteurs publics hein, entrent dans le jeu. Ça change la donne, vraiment. Et la solidité et là, on ne peut plus valoriser dans une entreprise les perspectives de la même manière. Et même par rapport à ce que vous dites, Nvidia, si demain il y a d'autres concurrents, moi je vois pas un éclat de bulle, hein. Mais au contraire, s'il y a de nouveaux concurrents qui arrivent, ça prouve qu'on a raison. C'est-à-dire en général, l'histoire fait que quand il y a de la concurrence, ça veut dire il y a plus de marché. Donc là, ça veut dire il y aura une rotation de capital qui part d'Nvidia pour vers d'autres entreprises. Mais c'est pas là, ça va faire éclater le bulle. Alors, Yofeng, une bulle, ça peut être sur une valeur, comme ça peut être sur un secteur d'activité. Là, on pourrait parler de bulle sur Nvidia, par exemple, Tout à fait. mais pas forcément sur tout le secteur d'activité. Enfin, Et Bien pour tu as sûr. revenir, raison. pour revenir à Nvidia, en fait, c'est une problématique de flux aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on a aujourd'hui quand même une très forte concentration au sein des indices. Et aujourd'hui, si je prends Nvidia, c'est quand même 8% du S&P, c'est 14% du Nasdaq 100. Donc effectivement, si on a une baisse de valorisation de Nvidia Hmm. du fait justement d'un concurrent potentiel, et donc du coup, Nvidia qui a du mal en fait à atteindre les objectifs des indices, ça peut engendrer du coup des sorties de la part de flux des ETF. Et en fait, c'est un peu un effet d'entraînement. Et en fait, aujourd'hui, on est dans un tel niveau de concentration au niveau des indices et un tel marché de flux drivé justement par les ETF. C'est simple, hein, il y a plus d'ETF sur la S&P 500 qu'il n'y a de valeur dans le S&P 500. Ouais. Bien On parle de sûr, bulles, ça peut être une autre bulle aussi, en fait. Eh, bien sûr. mais ce qu'on voit depuis un mois, Nvidia baisse plus de 13-15% et pourtant le marché US ne craque pas. Et Hmm. là, on voit qu'il y a des taux de relais, justement, ce que je parlais de rotation sectorielle, même voire au sein du secteur tech, de rotation de valeur. Et là, ce n'est plus Nvidia depuis un mois qui drive le marché, c'est quoi? C'est Google. Et en fait, d'ailleurs, ce que j'allais dire sur l'outil Investboard, ce qu'on voit, c'est que on parle de bulles IA. Déjà, il y a un amalgame. Parce qu'en fait, si on regarde vraiment dans le détail, ce qui a surperformé extrêmement, de manière extrêmement importante, comment dire, c'est le marché de puces. C'est le marché de semi-conducteurs. Tout ce qui est soft IA en soi sous-performe le semi-conducteur. Donc, quelque part, aujourd'hui, c'est dans le commun de conversation, on parle de l'IA, mais l'IA, c'est marrant, moi je le considère presque comme le value dans la tech aujourd'hui, parce que il y a comme Armand tout à l'heure a parlé, il y a beaucoup de choses à exploiter, et de Google qui est en train de exposer une nouvelle stratégie d'intégration, d'intégrer, c'est-à-dire à la fois soft et à la fois hard. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que oui, Nvidia pèse lourd, mais le phénomène actuel prouve que même dans le cas de 13%, n'empêche pas de Nvidia, n'empêche pas que le marché affiche une couleur verte, hein, parce que en fait justement la concurrence marche mieux, on va dire marche mieux, commence à montrer certaines couleurs, hein. Et s'il y a plus de concurrence, je pense que c'est plutôt très simple pour le marché. On aura potentiellement à court terme plus de volatilité, plus de dispersion sur le marché. Mais aller au-delà d'éclater le bulle sur le marché, Nvidia, oui. Sur le Ouais. marché, je ne crois pas trop. Voilà. Encore une Ouais. fois, hein, dans une vision il y aura plus de concurrence. Voilà. Comme l'a dit justement Armand, il vaut peut-être mieux miser sur les proxys, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme en tout cas, mais les Google, les Meta, etc., qui eux peuvent justement bien profiter de l'intelligence artificielle sans forcément les s'exposer. Alors c'est vrai que si on s'expose sur un indice, comme tu l'as dit Armand, sur un ETF, etc., forcément la proportion, à moins de prendre un ETF équipondéré, mais les proportions d'NVIDIA est trop importante aujourd'hui. À l'inverse, c'est vrai que si on va sur ces fameux proxys, bah, il y a certainement encore de la croissance et de la performance à faire, hein. Je suis entièrement d'accord
de ce D'accord. côté-là. Mais ce que Jean-Marc disait sur la bulle IA, alors voilà, alors, si on veut modérer les propos, c'est-à-dire que c'est peut-être pas forcément une bulle IA, c'est peut-être une bulle sur Nvidia, mais en tout cas pas forcément sur l'IA au sens général. Alors, c'est un marché globalement. Merci Yufeng d'avoir remis l'église au centre du village sur les semi-conducteurs. Tout est là, hein. On sait que c'est de la nanotechnologie, notamment sur les microprocesseurs, et qu'on a atteint des tailles infinitésimales qui font qu'aujourd'hui, on a du mal, sans un saut, j'allais dire quantique, parce qu'on en est là, on va avoir du mal à aller plus loin. Le risque étant qu'une future génération de microprocesseurs chez Nvidia, hein, ou dans ses cartes graphiques, ou chez Intel ou autre, en fait, eh ben, soit un fiasco. Alors, on ne le maîtrise pas, ça, hein, mais c'est quand même une réalité. Ce qui est important, je crois, c'est qu'on se rend compte que finalement, 70% de l'indice, c'est les 5 à 7, hein, les 7 magnifiques, les 5 superstars, ou ce que vous voulez, ou autre. Et quand je regarde un petit peu à côté, quand je vois du Palantir qui se vend 350 fois ses bénéfices, 80 fois son PE, je trouve ça incroyable. Donc, c'est de se dire quoi? Est-ce qu'on reste sur les 7 fantastiques et puis qu'on ne regarde pas ailleurs? Puisque finalement, Armand le dit, et on le dit un peu tous, il y a du cash, il y a de la R&D, ils sont prédateurs sur plein de choses, ils se diversifient et deviennent de vrais conglomérats tech, si je peux le dire comme ça. Il y a quand même une statistique aussi qui me paraît importante et qui était aussi importante en 2000 et 2008, c'est l'endettement pour acheter des actions, et notamment du marché américain. Je regardais cette statistique de manière dubitative. On en est entre 6,2 ou 6,5% hein, de niveau d'endettement. Et ça, c'est un endettement qu'on a connu en 2008 et en 2000. Donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va reproduire la même chose. Statistique, c'est comme les bikinis, ça en montre beaucoup, mais ça cache l'essentiel, n'est-ce pas? Ce que disait un de mes vieux professeurs de marché, comme il me disait aussi, on ne fait pas pipi contre le vent, ça salit les chaussures. Ça, c'est le marché, hein. Ce sont vraiment des phrases de marché qui sont importantes. C'est-à-dire que le but, bien évidemment que ça va dégonfler, bien évidemment qu'à un moment donné, il y aura un crack. La, toute la science, et qui n'est pas une science finalement, c'est de se dire à quel moment on est en haut de la bulle, en fait, sur ce type de marché. Donc on est tous d'accord a priori pour dire qu'on n'est pas encore en haut de la bulle, et il y a des choses à faire, et de toute façon, il faut rester investi, il faut rester dans le marché. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de dire? Oui, j'aime bien tes allusions, tes images. Quand tu fais pipi face au vent, ça peut te les nettoyer aussi tes chaussures, hein. C'est pas forcément les salir, hein. Mais blague à part, oui, il y a toujours ce risque-là parce que de toute façon, encore une fois, on ne sait pas quand on est au plus haut de la bulle, on ne sait pas à quel moment ça va éclater. Ça, c'est une certitude, personne ne le sait. Après, ne pas être dans ce train d'une nouvelle économie, c'est aussi passer à côté de performance. Donc, je dirais que moi, je serais un peu partagé. On y est en partie, et même sur Nvidia, pourquoi pas, hein, ou en tout cas sur des fonds qui ont pu profiter de ces valorisations, peut-être à un niveau intéressant, mais sans non plus penser que c'est le Graal. Comme toujours, hein, il y a pas de martingale hein, en termes d'investissement financier. Donc, accompagner certainement encore cette progression, ça c'est clair. Et moi, j'aurais plutôt tendance, j'aime bien cette idée, encore une fois, de proxy, de peut-être de façon un peu moins risquée, aller sur des entreprises qui profitent pleinement et qui vont encore se développer grâce à l'intelligence artificielle, mais qui seraient un peu moins exposées face à un marché où vraiment on est producteur d'un microprocesseur et qui demain peut être disrupté par un concurrent qui soit chinois, qui soit lui-même peut-être américain ou autre, ou même d'un État, hein, parce que cette dépendance, de toute façon, elle est jamais bonne pour le marché, parce que aujourd'hui, tout le monde est dépendant, on va dire, d'NVIDIA hein, dans l'intelligence artificielle, mais justement, cette dépendance, comme elle est problématique, et on le voit avec l'Europe, ce que je vous ai dit sur cette dépendance, en tout cas sur ces microprocesseurs, bah, il y a forcément à un moment donné, il y aura une réaction. Alors, est-ce qu'elle sera pour dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, je ne sais pas, mais donc accompagner, mais en étant raisonnable, en tout cas, dans ses investissements. Alors, Claude, puisqu'on a dit que 70% en gros de la croissance de ces dernières années était due à la tech, à l'IA ou autre, et les 30%, alors, on va les chercher où?
que vous m'avez reçu ou est-ce que c'est vraiment la question qui tue? Moi, ça a été assez haché, ta conversation, Jean-Marc. Je ne sais pas Ah, si c'est je de ton côté, disais, c'est on peut-être sait du où il y mien. a 70% des rendements en 2026. En gros, la tech. Il reste 30% à faire. On va les chercher où? Alors, oui, on va pouvoir aller chercher, je pense, de toute façon, il va falloir diversifier, encore une fois, hein, même si c'est la règle absolue, hein, il faut diversifier ses investissements. Je pense il y a d'une part, il y a toujours des obligations qui peuvent être intéressantes, hein. On va plutôt privilégier les obligations corporate qui offrent encore des opportunités. Les infrastructures, je crois que Armand l'a dit aussi, hein, le développement de l'IA ne peut se faire que par le développement des infrastructures. Et on sait qu'aujourd'hui, je dirais que au niveau mondial, c'est peut-être les États-Unis qui sont moins avantagés sur ces développements des infrastructures, hein, parce que justement, ben, on avait vu, je crois que c'est Microsoft qui a relancé une des centrales, une des parties de la centrale de Three Mile Island qui était fermée suite à une catastrophe nucléaire qu'il y avait eu par le passé. Donc, on voit vraiment qu'ils ont besoin d'énergie, en tout cas pour faire tourner ces technologies. Donc, il va falloir de toute façon participer à cette avancée technologique et donc on va choisir des choses un petit peu qui sont en rapport avec l'IA, mais sans forcément aller trop sur les acteurs purs. Les obligations, bien entendu, qui sont toujours, et je parle des obligations corporate, et puis les marchés émergents qui peuvent offrir aussi des opportunités, hein. Il faut être sélectif, mais sur les marchés émergents, on va pouvoir peut-être en parler un peu plus après, mais pour nous, en tout cas, c'est une source aussi des diversifications intéressantes. Non, je sais pas si tu... Non, je suis en ligne. Ce sont la clé quand on est en investi, c'est la diversification tant en termes de classes actives qu'en termes de zone géographique. Donc, il ne faut pas être surexposé à un secteur. Donc, c'est vraiment la clé justement pour traverser les cycles et les crises. Donc, oui, être toujours exposé à la tech, mais garder un pied quand même sur les autres secteurs, les autres pays. Euh, on n'a pas parlé de l'Europe, mais l'Europe, même si effectivement les valorisations sont moins attractives qu'en début d'année, il y a quand même des choses à faire. Et il ne faut pas oublier non plus le plan de relance allemand qui devrait être mis en œuvre dès l'année prochaine. Donc on devrait en avoir les premiers euros. Et donc du coup, ça va profiter à une partie de la cote en Allemagne qui n'a pas forcément bénéficié du rallye qu'on a vu jusqu'à maintenant. Je pense notamment aux moyennes capitalisations en Allemagne. Toujours sur les moyennes et petites aux États-Unis, qui sont très, très, très en retard parce que le marché a été quand même très focalisé sur justement les valeurs tech, les grands noms de la tech. Et on est quand même dans un nouveau cycle de baisse des taux qui va donner un peu plus de souffle justement à ces valeurs qui étaient sous pression jusqu'à maintenant. Donc double pression des taux qui étaient hauts et également des tarifs qui étaient assez importants et qui ont subi de plein fouet en fait la politique commerciale de Trump. Et on voit bien qu'aujourd'hui, cette politique commerciale a tendance à être un peu moins contraignante, qu'il y a des accords commerciaux qui sont trouvés et ça va dégonfler un peu les contraintes qui pesaient sur un certain nombre de pans de l'économie américaine qui devraient du coup bénéficier justement de ces choses-là. Et tu as parlé effectivement des émergents qui marchent bien, et qui devraient normalement continuer à fonctionner pour 2026. Pas oublier le Japon non plus. Donc voilà, attention tout de même, parce qu'il y a la problématique sur les taux, notamment sur les taux courts au Japon, qui peut avoir un impact. Mais il y a des plans de relance assez massifs qui ont été votés, qui ont été annoncés, de 135 milliards. Et c'est quand même une économie où l'endettement est très fort, mais détenu par les ménages japonais. C'est un marché quand même qui est très en retard historiquement, puisqu'il a largement subi la déflation. Et on voit effectivement que l'inflation est de retour au Japon, qui peut donner quand même des perspectives nouvelles sur ce pays-là. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de diversifier et pas oublier non plus des stratégies qui soient market neutral pour apporter un peu plus de diversification pour optimiser le couplement risque. Donc voilà, donc c'est tout un sujet en fait d'allocation. Ça sera peut-être le sujet des prochains webinaires l'année prochaine, comme l'a introduit Jean-Marc. Comment optimiser justement les, les allocations justement pour diversifier suffisamment ce portefeuille tout en essayant d'aller chercher le maximum de rendement. Il y a des Ah idées, oui, hein. Il y a excuse-moi, pardon, Claude. Jean-Marc. Oui, c'était pour compléter le propos sur les marchés émergents. Il y a aussi bien le côté obligataire qui peut être intéressant avec des rendements élevés, hein, et puis surtout une diversification. Donc, parce que les opportunités, elles sont aussi bien dans la technologie, hein, sur les marchés émergents aussi, hein. Donc, ça peut être aussi une façon d'être sur les technologies, mais au niveau des marchés émergents.
Une classe d'actifs qu'on regarde moins, mais je pense, peut être intéressant, ce sont les terres rares chinoises, hein. C'est parce que ça contribue aussi, ça fait partie de cet écosystème. Et puis peut-être aussi la transformation du marché indien aussi, qu'on regarde rarement, c'est vrai, et qui peut être intéressant aussi en termes de diversification. Et après, il y a toujours les actifs réels. L'or, je pense que l'or n'a pas dit son dernier mot. Et que pour ceux qui n'avaient pas d'or dans leur portefeuille, ça reste toujours cet actif de précaution, en tout cas, même s'il est très cher aujourd'hui. L'or, alors on peut peut-être pas investir dans les minières, hein, c'est une façon aussi un peu détournée d'investir dans l'or, mais l'or, ça peut être, ça peut être aussi une source de diversification quand on n'en a pas dans son portefeuille. Alors après, dans certains fonds, dont certains que je connais bien, ont jusqu'à 15% d'or, donc c'est déjà d'avoir de l'or dans ses portefeuilles, mais en tout cas, ça peut être intéressant aussi. Excuse-moi, j'en perds. Merci. Non, mais je t'en prie, Claude. C'est un plaisir quand tu me coupes la parole. Non, je voulais simplement rajouter sur vos propos, notamment concernant les petites et moyennes valeurs, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Je pense qu'on va avoir la revanche des sous-traitants et la revanche des leaders. On oublie souvent que c'est une classe d'actifs qui est extrêmement diversifiée en elle-même, hein. Dans les small mid, on trouve l'ensemble des activités qu'on peut retrouver, hein, industrie, même de l'assurance, même de la finance et tout ce que vous voulez. Quand je regarde les différents secteurs, je me dis si on joue la revanche, et ce sera peut-être une thématique, tiens, en janvier, pourquoi pas, la revanche des sous-traitants. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on voit aujourd'hui ce qui va être porteur, en fait, c'est des transformations majeures, en fait, de l'organisation des entreprises, du marché du travail, des secteurs. Le spatial, l'armement, hein, ce sont là énormément de sous-traitants. Ce sont des fabrications de pointe, et même sur des entreprises qui n'ont pas des tailles mondiales, ce sont aussi des leaders dans ces secteurs-là. Donc peut-être la revanche des sous-traitants et le retour des small mid intéressante pour 2026. La fintech, on voit qu'il se passe, hein, beaucoup de choses. Nous, on est dans le milieu, on est dans le métier. On voit bien que la fintech, alors même si ça rejoint un peu l'IA, l'automatisation ou autre, il se passe plein de choses dans la fintech. Et puis évidemment, le secteur de la santé et de la biotechnologie qui avait bien monté avec le Covid notamment, hein, qui avait dégonflé un peu. Apparemment, ça recommence à frémir sur ces zones-là. Donc vous avez raison, hein, on dit jamais assez, c'est de se dire, bon, bah, faut être là où ça gagne, même s'il y a du vent, hein, contraire. Et puis, il faut aussi se diversifier, aller chercher les futurs, hein, je dirais les futurs ponts ou les futurs points de croissance en termes de secteur d'activité, tout aussi bien que de secteur géographique. Tu as raison, Jean-Marc, je me permets à nouveau de te couper sur les petites et moyennes. La revanche, j'en profite, puisque tu m'as dit que tu aimais bien, la revanche des petites et moyennes, notamment dans le secteur de la défense. Au niveau européen, alors bon, il y a des valorisations qui sont peut-être un peu élevées, parce que quand on voit un Rheinmetall et des structures comme ça, effectivement, elles vont bien progresser parce que, encore une fois, les États européens permettent d'investir rapidement sur ce genre d'entreprise. Et je pense que c'est une tendance de fond, même s'il y avait une issue favorable à ce qui se passe en Ukraine, Russie. Malgré tout, il y a une tendance de fond. Il y a le bazooka allemand, comme on l'a appelé, qui a décidé d'investir des milliards pendant les 10 prochaines années, notamment dans ce secteur-là, mais aussi dans d'autres secteurs pour réduire un peu cette dépendance. Et donc, je pense aussi, effectivement, et c'est une bonne idée, la revanche des SMID, ce sera le prochain bad ou good movie de début 2026. Alors, juste pour compléter ton propos, Claude, sur l'industrie de défense, si on regarde l'industrie de défense en France, c'est 8 à 10 donneurs d'ordre qu'on connaît bien et qui sont cotés, et c'est 2000 à 2500 entreprises, hein, small mid, non cotées, la plupart du temps, qui vont dépendre de ces 8 à 10 donneurs d'ordre. Donc, c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs fleurir maintenant doucement des fonds d'investissement en private equity sur la partie sous-traitance, défense et d'autres choses comme ça. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, Yufeng, Armand? Tout est très pertinent, tout est dit. Je vais tenter quelque chose qui n'a jamais été fait depuis Un salto l'année arrière. 2025. Ça n'est pas un salto arrière, Claude, je te rappelle que je me suis cassé le poignet. Justement, tu crains plus Mais grand-chose. j'ai un espoir, c'est que quelqu'un dans notre public attentionné
nous pose une, voire même deux ou trois questions. Alors, je n'irai pas jusqu'à vous supplier, mais je suis sûr que vous avez des questions à poser ou que vous souhaitiez qu'on revienne sur quelque chose. Donc la parole est ouverte à notre fabuleux public, comme dirait Nagui. Ah, mais on ne redémarre pas tant que j'ai pas une question, hein. Sinon, j'avais des jolis slides en anglais qui étaient assez visuels sur voilà l'évolution. Là, on peut remonter. Merci. Peut-être avant encore. Encore. On va au premier. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Donc là, c'est un peu c'est pour meubler en attendant les questions parce que je sais que c'est toujours difficile de poser une question. Bah, l'évolution, nos prévisions d'évolution de croissance, hein, donc, allez, on va quand même dire qu'on est positif, hein, c'est ça la vie, hein, et il faut être optimiste. Donc, vous voyez, ces évolutions de croissance, donc en bleu, l'évolution prévue pour 2027, j'ai du mal avec les couleurs, commencer en ocre, voilà, et puis en plus foncé, c'était 2025, en ocre 2026. On voit quand même une croissance mondiale qui, alors selon les régions, bien entendu, mais qui n'est pas si mauvaise que ça. Donc ça peut être bien. Si on regarde le slide suivant, bah, c'est nos scénarios, donc plutôt 60% positifs. On va aller voir le suivant aussi de slide. Ça, c'est nos estimations d'évolution de taux sur les différentes zones géographiques. Donc, plutôt bah, sur les États-Unis, one cut. Donc, vous voyez, on a des belles slides en anglais. Donc, une baisse en décembre et peut-être deux autres en mi-2026 pour les États-Unis. Deux baisses pour l'Europe mi-2026, une en décembre pour la Grande-Bretagne et deux autres en 2026. Et puis même chose. Alors il y a que le Japon qui diffère, mais bon, avec des taux très bas, donc c'est les sols. Sinon, pour les autres, même en Chine, on pense à deux petites baisses en mai et en novembre 2026. Et puis en Inde également, donc une en décembre, et puis une autre en 2026. Donc, baisse des taux, c'est plutôt favorable, hein, on le sait, pour les marchés de façon globale. Et puis, si on va voir le slide suivant, comme ça, vous aurez vu mes jolis slides en anglais. Voilà les forces un peu sur ce qui peut se passer. En bleu, le positif, en rouge, le négatif. Donc, le positif, plutôt une résilience économique face aux droits de douane américains, hein, une réorganisation des investissements technologiques et de la politique industrielle, un assouplissement des mesures des banques centrales, bah, puisqu'on a vu ça, donc, et donc de la liquidité. Et puis ça, c'est le côté positif. Et dans les côtés plus négatifs, donc peut-être un risque, c'est ce qu'on disait, hein, de valorisation peut-être élevée, et une concentration, donc la concentration notamment, c'est sur l'intelligence artificielle, donc un peu extrême. Les autres risques, répression financière et domination fiscale, hein, alors, j'ose espérer que tout le monde ne suivra pas l'exemple français sur la répression fiscale. Et puis enfin, dans les risques géopolitiques, qu'on a nommé dans un contexte de désordre contrôlé. Voilà un peu. C'était simplement pour vous montrer mes jolis slides en attendant les questions. Alors, mon cher Claude, merci d'avoir comblé le vide. Donc, je suis poussé dans mes derniers retranchements. Il va falloir que je demande dans la liste des spectateurs à quelqu'un de poser une question. Et là, Jean-Marc, il et y a là, des je sais questions que si jamais. des gens que je connais bien. Ah, alors vas-y, on t'écoute. La petite voix, donne-nous les questions. Alors, Arthur demande si depuis 4 ans on parle du retour des small mid, pourquoi 2026 serait différent? Alors, c'est une très bonne question, Arthur. Est-ce que quelqu'un veut C'est prendre la une main? excellente question. J'y En fait, vais. il faut regarder ce qui Ah, s'est passé, je pense, depuis 2017-2018, quand on a eu le pic sur les small et mid, en fait. C'est à ce moment-là où on a eu un gros pic, en fait, sur les SMID. En fait, on a eu quand même pas mal de hausses de taux, on a eu de l'inflation, on a eu des hausses de taux, on a eu des banques centrales qui sont retirées du marché. Aujourd'hui, on est plus dans un scénario inverse où, au contraire, on a des plans de relance qui sont assez massifs et on rentre aujourd'hui dans des cycles de baisse des taux. Alors, ça a déjà été le cas en Europe et on voit d'ailleurs que les SMID ont quand même bien marché
pas trop mal marché en tous les cas cette année. Et aujourd'hui, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'était plutôt s'orienter, si on voulait rester sur les mid-cap ou les small-cap, c'était plutôt en Allemagne qui vont profiter justement des plans de relance. En France, ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué avec les problématiques fiscales et l'incertitude politique. Et aux États-Unis, en fait, on s'était déjà anticipé fin d'année dernière, mais je pense que le marché, d'ailleurs, on retourne au mois de mars, mais le marché n'anticipait pas une guerre commerciale de l'ampleur qu'on a eue au mois d'avril, le 4 avril dernier, lorsque Trump a publié son tableau avec l'ensemble des tarifs appliqués à travers le monde avec ses partenaires commerciaux. Et ça a forcément eu un impact quand même assez considérable sur les valeurs domestiques américaines et qui n'ont du coup pas bénéficié en fait du rallye qu'on anticipait avec cet exceptionniste américain qui normalement devait bénéficier justement au mid-cap américaine. Alors, à moins qu'on ait quelque chose qui renverse encore la table, et ce qui est possible, hein, la problématique avec les marchés, c'est qu'on n'a aucune certitude. On essaie de tirer des conclusions, mais avec aucune certitude. Donc, on essaie de prendre des paris et d'être diversifié. On retourne à la diversification. Mais dans un environnement où, en effet, ce que je disais tout à l'heure, les tensions commerciales ont tendance à s'atténuer, que la Fed a pris le pas justement sur les baisses des taux. Donc, on a 2 baisses des taux déjà qui ont été faites. On devrait peut-être en avoir une troisième, en tous les cas à 85%, avec des baisses de taux qui devraient continuer l'année prochaine. Ça donne quand même un peu plus de marge de manœuvre aux valeurs qui étaient quand même très en retard. À côté de ça, avec des indices qui sont très fortement concentrés. Donc, dans une logique en fait de diversification, les investisseurs vont être aussi obligés à un moment donné de rebasculer leur portefeuille vers des valeurs qui n'ont pas forcément bénéficié de la dynamique des flux dont je parlais tout à l'heure. Alors, je rajoute qu'il y a eu un contexte très particulier ces dernières années, c'est la course à la liquidité. Il y a quand même des choses à dire, c'est que toutes les valeurs small mid ne sont pas cotées, et que même quand elles sont cotées, le flottant n'est pas forcément maximum, et par rapport à la grande capi, on est loin de pouvoir se servir en termes d'ordre, hein. Donc il y a toujours une recherche aussi du marché en termes de liquidité. Deux, il y a eu l'arrivée ces dernières années des trackers, et que les trackers sur small mid ont largement asséché en fait la cote, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller directement en capitalisation dans les entreprises, eh bien, le marché a préféré aller chercher le tracker, qui est beaucoup plus facile à vendre et à comprendre. Et la plupart des trackers sont des trackers synthétiques, je vous le rappelle, c'est-à-dire qu'ils reproduisent, mais ils n'achètent pas, hein. Les trackers qui rachètent on fait un peu de pédagogie, hein, sont des trackers réplicants, c'est-à-dire que ce sont des trackers qui vont vraiment acheter le portefeuille dans lequel finalement sur la cote sur laquelle ils investissent. Vous avez compris que je préfère celui qui achète un portefeuille, évidemment. Pourquoi 2026 pourrait être ce retour? Parce que ce retour, il a déjà fortement commencé, hein, sur cette classe d'actifs, et puis que c'est la revanche des sous-traitants, puisque on veut réindustrialiser, on veut relocaliser. Vous imaginez bien qu'en réindustrialisant et en relocalisant les choses, ce ne sera pas forcément les grandes capitalisations qui vont être en capacité de faire ça, mais qu'elles vont avoir besoin de passer par des sous-traitants, voire de racheter des sous-traitants, ou de recréer des sous-traitants, hein, ça existe aussi. Donc toute cette partie-là fait dire que le SMID, comme dit la revanche des SMID, comme dit Claude, est en position. Après, ça veut dire quoi? Simplement, on est en allocation d'actifs, on est pondéré, nous sommes des gens mesurés. C'est-à-dire que celui qui était absent des small mid, bah, faut y rentrer, il devrait déjà y être rentré. Et celui qui était sous-pondéré en small mid, c'est-à-dire qui a gardé un portefeuille de 5%, parce que je ne vois pas pourquoi on en est sorti et on en sortirait, tout n'est pas pourri, pardon d'être trivial sur les small mid, c'est de se dire, ben, on peut aller chercher entre 5 et 10% de small mid sur celui qui est déjà investi, hein. La diversification, elle est là aussi. Je rappelle qu'une allocation d'actifs, le résultat d'une allocation d'actifs, c'est la somme de l'ensemble des actifs que j'ai pris dans mon allocation, que j'ai sélectionné. Il est très très rare, même sur des très belles années, que toutes les classes d'actifs que j'ai choisies, hein, et les secteurs géographiques que j'ai choisis soient au vert. Par contre, quand ça craque, tout est au rouge. Tout simplement parce qu'il y a les appels de marge et parce qu'il faut refaire de la liquidité. Donc, vous allez avoir tendance à vendre des secteurs que vous voudriez garder, hein, ou des actifs que vous voudriez garder. Pourquoi? Pour vous refaire des poches de liquidité, pour vous réinstaller sur le marché, hein. Donc, voilà, je voulais replacer un petit peu l'église, encore une fois, au milieu du village, comme on dit. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur l'excellente question d'Arthur? Non, mais tu as tout dit. C'est vrai que ça doit représenter une proportion dans un portefeuille.
Et on est aussi sur une classe d'actifs actions, donc long terme. Et à ce titre-là, ben, on reste positionné. Si on était déjà, ben, il n'y a pas de raison de bouger les positions. Si on n'en a pas, c'est peut-être revoir un peu son portefeuille et pouvoir rentrer sur cette classe d'actifs de façon modérée, parce que tu l'as bien souligné, étant donné la faiblesse du marché, c'est beaucoup moins liquide que les très grandes valeurs sur lesquelles toute la planète peut investir. Les SMID, on va dire les SMID françaises, à part le marché français, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y aura quelques acteurs étrangers, mais il n'y aura pas beaucoup de monde qui se battra sur ce marché-là. Donc il faut avoir ça aussi Armand en dit tête. déjà, Armand dit on s'en fout de la France et de l'Europe. C'est l'américain, tu sais. Y a-t-il une autre question? Oui. Pierre-Louis vous demande, vous avez parlé de l'importance de l'industrie minière, bataille des terres rares. Dans quelle valeur investir? Claude? Très bonne question, puisque c'est moi qui ai parlé des terres rares. Alors, je n'avais pas pensé à proposer des produits. Euh, de mémoire, il existe également, alors même si je pense on peut aller sur de la gestion active, il existe également des ETF terres rares. Enfin, il y a des ETF surtout. Donc, quelqu'un qui voudrait essayer parce qu'après, quels sont les spécialistes sur cette classe d'actifs? Je n'ai pas ça en tête. Moi, j'ai donné une idée globale. Mais je pense qu'un ETF terre rare, je ne sais même pas si chez Amundi on a ça, mais bon, je peux regarder. Ça peut être l'occasion de transmettre cette information par la suite. Je suis désolé, j'ai pas la réponse tout de suite. J'ai Mais voulu faire le Claude, malin. J'ai fait tu le n'as malin pas en à être parlant de terre désolé. rare, mais Tu derrière, n'as faut pas à être assurer. désolé parce que, un, tu as dit une chose qui est très vraie, c'est beaucoup jouer en tracker. Et deux, les marchés qui sont le plus ouverts aux terres rares, bah, c'est comme toujours les États-Unis. Et je sais pas, et je pense que du côté de notre ami Armand, il y a peut-être des choses, il a peut-être des produits quand on a une gamme aussi élargie, hein. Mais vous avez des entreprises qui sont cotées, notamment aux États-Unis, hein, sur le NYSE, comme MP Materials, qui a des mines, hein, et plusieurs mines, même sur le territoire américain, sur des terres rares, ou en dehors de la Chine. Parce que la problématique qu'on a sur les terres rares, vous le savez, c'est que 90% des terres rares sont présentes en Chine. Je rappelle juste, terres rares légères et terres rares lourdes. Hein, les terres rares, c'est quoi? Ce sont des propriétés magnétiques exceptionnelles. Les terres rares légères, on parle vraiment de l'aimantation. La terre rare lourde, en fait, elle va permettre, et 90% de ces terres rares lourdes sont en Chine, elle permet en fait de reculer le point de chaleur où l'aimant, à force de chauffer, perd ses capacités d'aimantation et notamment de conservation de la data, hein. Les disques durs, les téléphones ou autres, en fait, c'est du magnétisme, ce sont des aimants. Et donc, ces propriétés-là permettent de conserver la data. Donc, ça chauffe, tout ça. Et plus ça chauffe, à un moment donné, il y a un point de rupture qui se fait. Et donc, du coup, l'aimant ne fonctionne plus et on perd la data. Bah, la terre rare lourde va permettre de repousser, j'allais dire, le point de rupture, le point de fusion. Donc, c'est extrêmement important dans l'industrie, vous le voyez bien partout, la tech. Et, sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, sur nos écrans, partout, en fait, où vous avez de la conservation de données, il y a de la terre rare et de la terre rare lourde. D'accord? Donc, vous avez des boîtes, effectivement, comme MP Material. Après, peut-être que Yufeng, non pas parce qu'il s'appelle Yufeng, mais aussi parce qu'il s'appelle Yufeng, peut peut-être nous dire s'il y a un moyen de jouer la terre rare en Chine sur du côté, hein, puisque c'est un marché très spécifique. Yufeng J'adore est la parti, patate. il dit merci En Chine, Jean-Marc. en Chine, Salaud. en Chine, je ne sais pas, c'est un marché quand même très spécifique, mais ce que je constate sur la plateforme Investboard, effectivement, il y a des trackers qui sont spécialisés sur la terre rare. Et après, ce sont des trackers qui sont pas éligibles dans nos contrats classiques, assurance vie, etc. Donc, il faut vraiment le mettre vraiment avec une volonté très forte, une conviction dans le compte titre, une petite poche de diversification, parce que c'est quand même c'est des stratégies, cette stratégie, c'est même pas des stratégies, c'est des matières premières qui sont extrêmement volatiles et très peu, comment dire, très peu liquide aussi, voilà. Donc parce qu'il y a très peu de players. Donc voilà, mais ça existe des trackers, hein, si je peux voir ici, qui sont Ah, nommés de il y a- manière express, vraiment explicite. Déjà, il y a 13 trackers autour. Après, on peut vous regarder avez dans de Vanek, fonds. hein, si tu confirmes, Yufeng, Vanek étant une société spécialiste, notamment dans les trackers, Vanek a des trackers terres rares.
Alors la Et problématique, après, c'est que vous ne les trouverez pas en assurance vie, vous ne les trouverez pas en contrat de capi. Ça, on est vraiment sur du modèle compte-titre, hein, quand vous voulez jouer ça, surtout sur des trackers aussi spécifiques. c'est exactement ça, c'est Vendek. Bah, tu vois, je pense que tu es en train de regarder le même écran que moi. Voilà. Après, on peut aller faire des choses avec un peu plus de sens de diversification parce qu'il y a quand même des fonds qui sont spécialisés dans le mine rare. Donc, il y a de l'or, il y a des terres rares, il y a des, comment dire, du silver, du bronze, de l'argent. Voilà. C'est toutes ces choses-là qui sont quand même, ce sont des ressources en ensemble qui peuvent vous permettre de faire un cocktail de diversification au sein de matières premières rares. Donc, je propose plutôt de regarder de fonds un peu de fonds actifs ou passifs qui proposent une diversification de ces matières plutôt que de jouer directement des rares qui sont quand même pour moi assez volatiles. Il faut C'est très spécifique, hein. être Nous, très très on a des ETF chez Amundi plutôt sur les commodities, donc un peu plus larges, hein, qui ouais. permettent aussi il peut y en avoir dedans, etc. Mais il peut y avoir aussi des matériaux un peu comme l'argent, etc. Ou le lithium. Alors ça, c'est des ETF qui font de la performance quand même, mais on peut pas dire que la performance est exagérée malgré je dirais la demande, hein, globale là-dessus, puisque sur un ETF comme ça, en moyenne, hein, j'ai regardé un peu les différences d'ETF dans ces classes d'actifs. Bon, on a des performances depuis le début de l'année de l'ordre de 10-15%, et sur 5 ans, c'est 50%, quoi. Donc, alors, c'est pas mal, hein, c'est très bien, mais il n'y a pas eu encore d'euphorie dans ce domaine-là. Et je rejoins Il y a- Yufeng sur le fait que, attention, c'est du satellite, hein, dans la fameuse allocation corps satellite, et maximum 5% pour quelqu'un d'engagé dans son portefeuille. petite remarque, on ne recycle qu'1% des terres rares aujourd'hui. Donc si, quand je réfléchis à jouer les terres rares, moi, je mettrais sous surveillance toute technologie ou toute entreprise qui va se lancer, voire qui déjà se lance sur le recyclage des terres rares. Parce que quand on vous dit qu'un pays, une région du monde est quasiment monopolistique sur quelque chose qui est essentiel au développement de nos technologies, je peux vous dire que celui qui arrivera à recycler des terres rares à l'intérieur de nos appareils, je lui prédis un bel avenir. Y a-t-il d'autres questions? Deux, c'était déjà exceptionnel, Jean-Marc, hein. Ah, mais je pensais même arrêter là. Sauf si Edouard veut poser une question. Comme ça, je vérifie s'il est attentif. Non, c'est Tu, bon. Très tu bien, peux Youfeng. appeler chacun des participations individuellement pour voir s'ils Non, écoutent. juste ceux que j'ai envie de taquiner. Et Arthur a compris. Il a posé une question, tu vois, avant même que je l'appelle. Merci en tout cas pour ceux qui ont posé une question. Youfeng, je crois que c'est à toi de prendre la main. Tu as des choses à nous dire. Oui, bah, des choses, si vous voulez. Alors, on va essayer Allez, d'aller c'est Rose. vite parce que on a quand même pas mal de choses à dire aussi. Bah, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder un peu comment ça s'est passé le portefeuille modèle depuis un mois, depuis dernier numéro de webinaire. Et ensuite, petit état du marché pour voir un peu différentes classes d'actifs, qu'est-ce que ça a fonctionné depuis le début de l'année? Donc, une sorte de bilan du marché de 2025 parce que là, on parle un peu de qu'est-ce qui pourra fonctionner 2025, 26. Moi, je pense que c'est aussi intéressant de voir un peu ce qui a fonctionné 2025 et ça nous permet de former un peu plus la conviction. Et ensuite, on regarde un peu particulièrement un secteur que Jean-Marc dont a parlé déjà tout à l'heure, la biotech. Et on zoomera sur un fonds spécifique de ces secteurs-là qui est éligible dans pas mal de contrats assurance vie déjà en France. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Super. Donc, je vais tout simplement faire une rapide analyse du portefeuille pour les dédié à l'éducation du webinaire, avec le portefeuille composé de deux trackers, actions et obligations classiques. Les deux portefeuilles étant du même profil de risque équilibré, d'accord? On regarde la date depuis le dernier webinaire, donc le 4 novembre. C'est bien ça, Émilie?
Alors, en violet, on voit, c'est la performance depuis un mois du portefeuille webinaire. Et en vert, c'est le portefeuille tracker. On surperforme à peu près 1,5, 1,5%. Voilà, ça c'est intéressant, mais le plus important, c'est de comprendre pourquoi et ça nous permet vraiment d'appréhender comment on peut construire un portefeuille et surtout expliquer la performance d'un portefeuille. Donc, tout d'abord, on voit le tracker, le portefeuille type, 70% d'actions, 30% des obligations souveraines, donc assez classique. Et on a, durant cette période, deux poches contribuent de manière négative à la performance du portefeuille, notamment la partie action. Bah, malgré la faible corrélation entre les deux classes d'actifs, ben, l'obligation ne permet pas de ralentir cette baisse et, elle a plutôt accentué comment dire, cette tendance-là. Donc, c'est pour dire que durant cette période, la diversification classique entre actions et obligations n'a pas très bien fonctionné. Ensuite, on regarde un peu de portefeuille type qu'on a construit tous ensemble lors de nos différents webinaires. On voit que bah, la différence, c'est un peu différent. On a toujours à peu près 70% des actions. Sur la poche obligation, on l'a diversifié un peu au profit des allocations et alternatives. Voilà. Et on voit en termes de contribution des performances, l'action, contrairement au portefeuille classique, hein, a contribué de manière positive, assez forte, à 90 pp presque. Et sur les obligations, pareil, on a contribué moins à la baisse que le portefeuille classique type. Hein. Donc, on a, au lieu de plus de 25 pp de baisse, hein, la poche obligataire de notre portefeuille type, notre portefeuille webinaire a fait que baisser 12 pp. Après, la diversification en allocation et en alternative a plutôt bien fonctionné de manière bien non significatif, mais quand même, par rapport à cette sous-poche d'obligations, en somme, on a que quasiment une performance flat, alors que la performance type du portefeuille type a perdu 25 BP. Alors, si on zone un peu pour voir un peu qu'est-ce qui a fonctionné vraiment, avant de regarder par sous-catégorie, je vais directement regarder le fond. Bon, bah, vous avez vu, hein, si je prends la ligne action tracker comme la ligne de frontière à juger, ce que je vois, c'est ce qui l'a surperformé, c'est le fonds de H2O Multi-Bonds qui a surperformé le tracker obligue aussi. Ce qui a surperformé également Carmignac Crédit. On a CPR Action USA responsable, c'est plutôt pour un fonds action, c'est plutôt très plaisant. On a également le fonds Robeco qu'on a recommandé la semaine dernière, qui est spécialisé dans le secteur nouvelle énergie, qui a surperformé le marché d'action global de plus de 2% en un mois. Voilà. Sinon, bah, on a DNCA sur Value Europe, thématique value, très important. C'est vraiment un facteur qui a bien fonctionné en courant 2025 et ça a su continuer à surperformer durant cette période comment dire, du mois de novembre. Et évidemment, on a Faust Eagle que Claude a recommandé fortement au début de l'année, qui a joué également son rôle de diversification et apporteur de performance. Sinon, le contributeur le plus important, tout à l'heure on parlait de l'or, hein, ben, je me rappelle encore, c'est le fonds spécialisé en or. Hein. Et je me rappelle encore, lors du mois de novembre, le webinaire, on se posait la question, est-ce que c'est le moment de sortir l'or? Bah, heureusement, on ne l'a pas fait parce qu'en un mois, il a fait plus de 20%. Voilà. Et ce qui a permis de contribuer plus de 1% de performance au portefeuille. Donc voilà, c'est une sous-poche de diversification par rapport à Action Globale, dont vraiment la diversification a bien fonctionné. Bah justement, si on regarde un peu par sous-catégorie, bah, ce qui n'a pas fonctionné dans le portefeuille, bah, c'est la partie action globale qui pèse encore 40%, un tour aujourd'hui, heureusement. Ça ne pèse que 40%. Sinon, on a le poche Europe value
est-ce que c'est chez moi que ça ne marche pas ou c'est Alors, je général? me posais la même question. Je crois que Ah, c'est On a, c'est général. on a Yufeng. tous été coupés. On a perdu Yufeng alors, c'est ça? On a tous été coupés. Je crois qu'on a perdu Yufeng. Je ne sais pas si le public est toujours là et nous entend. Le public est toujours là et je Le pense qu'il nous public entend est aussi. là. Et Yufeng On a devrait arriver. perdu On Yufeng. en a perdu quelques-uns dans le public, mais en l'attendant, je pense qu'on peut me lever en disant que cette allocation, elle est plutôt pertinente. Ah bah, plus que pertinente, même Hmm. si je puis me permettre. Alors, c'est pas tant qu'on ait eu besoin de se rassurer, mais ça rassure toujours de dire que quand on parle de diversification, des corrélations, et qu'on fait un travail de fond sur chacune des valeurs, et surtout hein, dans des corrélations, il y a aussi de mettre des valeurs partenaires, c'est-à-dire qui apportent quelque chose, on se retrouve à avoir effectivement une allocation d'actifs qui est tout terrain, Hmm. hein, sachant que je rappelle à notre public qu'une bonne allocation d'actifs, c'est pas une allocation d'actifs qui ne baisse pas quand le marché baisse, mais qui par contre rebondit aussi vite que le marché ou plus vite quand le marché remonte. Hein. C'est ce que parfois nos clients directs ont du mal à comprendre. Lorsqu'un jour un client m'a dit, Monsieur Chevassu, votre rôle, c'est de trouver les valeurs qui ne baissent pas, je me suis retrouvé comme une poule qui avait trouvé un couteau parce que pour lui, ça voulait dire quelque chose et il y avait un vrai décalage. Donc je vous dis ce qu'on a fait derrière, pas de bourse. Bah oui, ouais, Ben bien oui. sûr. Trouver des valeurs qui ne baissent pas, c'est pas le sujet. C'est trouver des valeurs qui défensives, trouver des valeurs qui résistent. Mais à un moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut bien vous dire que quand le marché part globalement à la casse, euh, il y a des gens, il y a des investisseurs, il y a des gérants de fonds qui ont besoin de reconstituer des poches de liquidité dans leur allocation, tout simplement parce qu'il y a des gens qui paniquent, il y a des gens qui veulent leur argent qu'il faut leur donner. Hmm. Donc, du coup, on va sacrifier des valeurs à un moment donné, hein, des valeurs qu'on souhaitait garder, qui n'avaient pas donné tout leur potentiel, voilà, ou qui n'avaient encore pas délivré du tout. Il va devoir s'en séparer pour reprendre des poches, hein, des poches de trésorerie, pour pouvoir payer les clients qui veulent sortir, et puis aussi se repositionner à la baisse, hein, pour reprendre des opportunités, être en capacité d'avoir des opportunités. C'est pour ça d'ailleurs que Jean-Marc, souvent dans les fonds, vous avez 10% de trésorerie, 5 à 10% de trésorerie qui sont gardés. Oui, Claude. Jean-Marc, je te coupe parce que Yufeng est revenu. Alors après Jean-Marc de La Fontaine qui nous a présenté sa dernière fable, La poule et le couteau, on va pouvoir redonner la parole à C'est Yufeng. Et il n'a c'est pas vrai. entendu Yufeng. Je Il savais que je t'expliquera pouvais compter sur lui pour combler la cette poule et le couteau, circonstance. je note. On parlait de ton calendrier de l'Avent Eventsboard, Yufeng. Là-bas, écoutez, je savais même pas à quel moment j'ai été coupé. C'était très plaisant de découvrir que je parlais tout seul, mais c'était sympa. Je repartage l'écran. Vous voyez mon écran? Oui, Oui. Super. Alors, du coup, je vais couper ma caméra. Je pense que c'est surtout ma photo qui a été censurée et du coup, je vais me sacrifier pour que vous puissiez voir l'essentiel. Euh, donc, je disais que, en fait, que là, on l'a été un peu plus pénalisé dans le portefeuille. C'est tout ce qui est un peu global, action, et le tracker. Donc, voilà, on a des fonds qui font aussi bien que le tracker. Donc, ici, c'est vraiment pas une question de sélection de fonds, c'est une question de plutôt de asset allocation. Aujourd'hui, l'action globale, on va dire la stratégie, devient plutôt un peu de points vraiment à surveiller. Voilà, c'est vraiment des choses, il faut qu'on continue à accentuer la diversification. Donc du coup, moi je vais pas remonter ce qu'il y a sur la performance de toute l'année, parce que le mois dernier, vous avez déjà vu hein, c'est qu'il y avait un écart qui était déjà assez important entre le portefeuille webinaire et le portefeuille type en faveur du portefeuille webinaire. Donc, cet écart continue à se creuser en faveur du portefeuille webinaire. Bah, pour synthétiser un peu, ce qui a fonctionné dans le portefeuille webinaire c'est de surperformance, c'est notre diversification. C'est une diversification par style, une diversification par sectoriel et une diversification par stratégie et profil de risque. C'est-à-dire, on n'a pas hésité à en faire entrer de profils un peu plus agressifs, mais en même temps, on a aussi fait entrer de fonds, de classes d'actifs
qui ont un profil de risque beaucoup plus défensif ou diversifiant. Diversifiant, je dirais même protecteur. Voilà, donc c'est ce qui fait que, encore une fois, c'est pour montrer, euh, on peut très bien prendre du risque hein, et tout en gardant un profil comment dire, conservateur hein, si on travaille bien la diversification. Alors, juste pour vérifier, tout le monde est toujours là, parce que là, Oui, Oui, oui. Youfeng, nous sommes tous là et c'est presque de l'ASMR sans ta photo. Je vais faire rapidement une analyse depuis le début de l'année en termes de classes d'actifs, hein, différentes classes d'actifs. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Voilà. Euh, Là, je regarde mon facteur classe d'actifs. Si je remonte depuis le euh, 30 décembre, 31 décembre 2024 jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que bah, ce qui a fonctionné, c'est l'or. Hein. Donc ça, il y a pas de surprise, tout le monde le sait. Et ensuite, si on enlève comment dire, l'or et tout ce qui est matière première mixte, tout à l'heure, quelqu'un a parlé de la terre rare. Vous voyez que aussi aujourd'hui, on peut investir dans des fonds qui sont mixtes, commodities ou matières premières mixtes, hein, et ça peut très bien fonctionner. Et sinon, on voit bien que c'est toujours le classe d'actifs hein, risqués qui ont mieux fonctionné en 2025. Et là, ça a moins fonctionné. C'est vraiment l'énergie, la matière première, hein, et agroalimentaire. Donc, tout ce qui est mot cyclique, hein, les obligations également. Bah, voilà, les obligations, c'est négligeable. Hein. Mais on voit bien que, en fait, ce qui ont fonctionné moins, c'est les matières premières, et ce sont des matières premières cycliques. Sinon, on regarde un peu, si on voit le classe d'actifs sur les actions, ce que je vous invite à regarder une autre analyse très intéressante, c'est regarder les différents facteurs. Justement, tout à l'heure, on parlait de petits KPI, moyen, grand KPI, valeur, croissance. On peut voir ici de manière très factuelle qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui a fonctionné. Bah, premier, c'est marrant, sur toute l'année, on a parlé au début de l'année, mais après, on n'a pas assez suffisamment parlé. C'est le value. Voilà. Aujourd'hui, en 2025, hein, depuis le premier mois jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 1er décembre, sur le marché action, le facteur qui a le mieux fonctionné, c'est la value. Après, ce qui a moins fonctionné, c'est la plus faible volatilité. Donc, on voit bien que, en fait, durant 2025, malgré les différents, comment dire, allers-retours du marché, la crainte de bulles, hein, on voit que bah, le marché reste, comment dire, sur un appétit de risque assez important. On a le croissance qui fait partie de pires performeurs, très contre-intuitif. Bah, la tech n'a pas suffi pour tirer la performance de croissance durant l'année 2025. On voit bien que bah, le marché, durant toute l'année, a fait une rotation de style vers tout ce qui a été sous-valorisé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que à travers cette analyse, le marché n'est pas vraiment sur un côté prudent. Parce que moi, personnellement, ça fait plutôt quelques années que je suis sur le marché. J'ai jamais vu un marché de crise ou de bear, de sentiments craintifs, hein, avec le facteur value qui fonctionne. Voilà. C'est plutôt un facteur en général hein, qui représente une volatilité plus importante que le facteur croissance ou encore le faible volatilité. Aujourd'hui, ben, on voit que durant 2025, les gens font de rotation et tout en gardant un appétit de risque important. Et là, en deuxième performance, c'est justement moyen capi value. Donc voilà, quelque chose pour rejoindre ce que Jean-Marc a dit tout à l'heure, hein. Je pense qu'on peut faire un petit cocktail intéressant entre petit moyen capi et value. Si on regarde un point, on change un peu le point de vue. On va regarder côté action sectorielle.
pour voir quels sont les secteurs qui fonctionnent le mieux. Bah pareil, c'est toujours action sur l'or. Sauf que là, ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré, en termes de matières premières, l'or a bien fonctionné, mais pas aussi bien que le fonds qui sont indexés sur l'or et les métaux précieux au sens large. C'est-à-dire, en moyenne, aujourd'hui, le fonds, c'est la performance 2025 moyenne de ces fonds-là, c'est autour de presque 100%, donc 2 fois plus important que la performance de l'or lui-même. Voilà. Et ça, j'avais lorsqu'on a présenté le fonds de l'or, moi, j'avais déjà expliqué, parce que ce type de fonds, dans un marché où il y a un appétit de risque, bénéficie à la fois le prix de risque de matières premières de l'or et de métaux précieux, et aussi l'appétit pour la prime de risque action. Donc c'est pour ça, c'est dans la situation actuelle, il est beaucoup plus intéressant d'acheter de fonds actions spécialisés dans le métaux précieux que d'acheter le tracker sur le métaux précieux directement. Mais sinon, si on enlève ce facteur-là, ce secteur-là, on voit que bah, ce qui a fonctionné le mieux durant 2025, c'est les ressources basiques, hein, nouvelle énergie qu'on a fait entrer le mois précédent, et le biotech. Voilà. Et ensuite, le dernier, c'est services publics. D'autre côté, ce qui est moins fonctionné, c'est tout ce qui est private equity coté, tout ce qui est secteur alimentation. Là, on vient sur le côté agroalimentaire, hein, agriculture, et le produit ménage. Donc, tous les secteurs un peu cycliques, très cycliques. Voilà, ça, c'est vraiment le bilan de 2026, 25. Et j'invite à tout le monde à regarder sur les 3 derniers mois pour un peu voir la dernière tendance qui sont formées, qui peut continuer courant 2026. On voit, c'est toujours secteur mine, on va l'enlever parce que voilà, ça devient un peu répétitif comme discours. Bah, on voit le biotech, c'est en réalité sa performance elle s'est formée depuis 3 mois. Et l'autre secteur, c'est ressources humaines, ressources basiques, hein, qui a plutôt bien performé au début de l'année et qui commence à patiner sur la deuxième partie de l'année. Et de l'autre côté, c'est une nouvelle énergie, le relais croissance. Et quelque chose de très important, je vous tiens à souligner ici, qu'on ne voit pas sur la performance sur toute l'année 2025, parce que c'est une tendance qui s'est formée depuis qu'un mois, c'est le secteur santé qui devient très performant depuis 2 mois. Donc, santé, c'est quelque chose d'assez intéressant, hein. C'est la combinaison de 2 facteurs. La santé, c'est la combinaison de facteurs value, parce que c'est un secteur qui est sous-valorisé depuis 2, 3 ans. Voilà. Et ensuite, c'est aussi, euh, dedans, dans la santé, il y a aussi le côté défensif. Alors, en général, le fonds secteur santé fonctionne bien quand il y a une plus forte volatilité sur le marché. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, moi, tiens j'invite à tout le monde à regarder un peu le fonds de secteur santé et le biotech, hein, qui est le deuxième performeur depuis 3 mois, qu'on peut regarder en détail ici. Pardon. Je vais regarder directement sur l'usine parce que j'ai noté tout à l'heure. C'est le fonds de Pictet Biotech. Je vais juste enlever ça M. Sur les 3 derniers mois, bon, je peux regarder sur la dernière année. Alors, le fonds de Pictet, c'est en vert. Et ensuite, le bleu, c'est le secteur biotech. En violet, c'est la performance moyenne de tous les fonds spécialisés sectoriels et thématiques. On voit que bah, depuis quelques mois, le secteur biotech qui est sous-valorisé, plutôt délaissé, commence à reprendre la couleur par rapport à la moyenne des secteurs. Et au sein de ces secteurs-là, on a le fonds Pictet qui a sous-performé pendant un moment
ses pairs, parce qu'il a un bêta beaucoup plus important, plus agressif par rapport au bêta biotech, bah, qui a vraiment délivré. Euh, c'est quoi? Si on regarde depuis avril, hein, on a une performance quasiment de 60%. Voilà. Et puis, vu l'environnement, c'est-à-dire avec la baisse de taux prévue, mais graduelle, hein, avec la pontification, avec comment dire, le cycle de l'investisseur qui va chercher de valeurs sous-valorisées, de secteurs sous-valorisés, je pense le biotech et le secteur santé, ce sont les deux secteurs, bah, d'ailleurs cousins, hein, qu'on peut vraiment introduire dans un portefeuille comme une sorte de diversification sectorielle intéressante. Et bah, dans le biotech, le fonds Pictet est un fonds particulièrement intéressant. Pourquoi il est intéressant? C'est pas le meilleur fonds de sa catégorie, mais il a quand même une belle performance depuis 3 ans par rapport à son secteur. Et un fonds, c'est l'un des rares fonds spécialisés dans le biotech, hein, qui est éligible dans pas mal de contrats assurance vie français. Voilà, j'essaie de faire vite, hein, parce que ça couvre quand même plusieurs sujets, à la fois sur l'état du portefeuille, sur l'état du marché en 2025 et zoom sur le secteur biotech et le fonds de Pictet. Je ne sais pas si vous avez des questions avant que je repasse la main ou la parole à, à Jean-Marc. On t'entend, Pas de Yufeng, hein, questions? Oui, on t'entend, Yufeng. Très bien. Sarah, je crois que tu as des choses à nous dire pour clôturer notre réunion d'aujourd'hui. Oui, merci Jean-Marc. Mais en fait, je crois que je vais changer de sujet parce que j'avais préparé un exemple un peu concret sur comment on va chercher la création de valeur en private equity, parce que je m'étais dit que je vous donnerais des données qui étaient un peu plus pointues sur les valorisations, etc. Mais je voulais reprendre les fondamentaux avant d'en arriver là. Mais finalement, l'intelligence artificielle m'a donné quand même quelques idées d'intervention et qui, du coup, à mon avis, seront courtes. Mais si le prisme n'est pas le même, l'intelligence artificielle a quand même un impact sur notre industrie. Et beaucoup me posent la question, elle revient assez souvent parce que, vous le savez, on en avait déjà parlé, on a une pondération du portefeuille qui est majoritairement positionné sur le secteur du logiciel. Et le logiciel est bien évidemment consommateur, utilisateur d'intelligence artificielle. Et donc, on me dit, bah, est-ce que les logiciels vont être remplacés par l'IA? Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur les valorisations? Est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi des prix d'acquisition qui vont être trop chers compte tenu de cette évolution et de cette transformation? Donc voilà, je vais vous très, très rapidement sur donc, le secteur du logiciel. Alors, effectivement, l'IA a un impact qui est notable, mais elle n'a pas vocation à le remplacer. C'est plutôt vraiment une transformation structurelle que les éditeurs de logiciels et les fonds de PE sont en train de s'approprier. Sur on va dire, les modèles de monétisation, de tarification, on va dire qu'on va aller chercher des gérants qui vont être capables d'intégrer d'ores et déjà dans les services qu'ils proposent une tarification liée au fait que la valeur, elle va être facturée différemment. On va être plus sur une facturation à l'utilisateur, mais plutôt sur un résultat, par exemple, pour pouvoir aller intégrer le fait qu'un certain nombre de tâches sont automatisées grâce à l'IA et pour autant, la valeur, la proposition de valeur est toujours là. Ensuite, sur le logiciel, sur l'utilisation vraiment intrinsèque, est-ce qu'il va disparaître? Pas tout à fait. On distingue 3 types de systèmes. Dans les logiciels, on a les systèmes of record, on a les systèmes of action et ensuite on a les systèmes liés à l'intelligence artificielle. Il faut bien avoir en tête qu'elle ne fonctionne pas seule. L'IA ne fonctionne que sur de la donnée. Et donc, nous avons été très attentifs à ce que les gérants sur lesquels nous sommes positionnés soient propriétaires de leur data, soient propriétaires de leurs données. On va dire, ils possèdent la première brique de la création de valeur et ensuite, ils vont plutôt implémenter, agrémenter
leur système d'intelligence artificielle pour l'améliorer, pour permettre tout simplement de démultiplier son efficacité. Mais elle ne pourra jamais graviter en toute autonomie dans une entreprise. Elle a besoin de fondamentaux et ces fondamentaux, c'est la donnée. Alors nous sommes sur ce qu'on appelle des mission critical, hein, donc c'est du CRM, c'est de la gestion de paye, c'est de la gestion de ressources humaines, c'est parfois aussi de la compta. C'est comment l'IA va utiliser ces données pour pouvoir justement permettre des candidatures plus efficaces, améliorer ses KPI, aller mettre en place des actions plus rapidement, des automatisations, mais sans la donnée, l'IA ne peut pas travailler. Donc, il y a vraiment une transformation intrinsèque du secteur et c'est donc très important de choisir des entreprises, d'accompagner des entreprises et des gérants qui savent d'ores et déjà prendre en compte ces changements. Donc, on a vraiment dans le logiciel la brique qui va être les System of Record. On va ensuite avoir la brique à partir des données, quelles sont les automatisations qu'on va pouvoir mettre en place. Et ensuite, l'intelligence artificielle qui va être la surcouche et qui va permettre au moteur d'aller plus loin. Les gérants qui ont déjà pris ce pli-là, on constate qu'ils peuvent même potentiellement améliorer grandement leur marge d'EBITDA parce que sur le logiciel, on a en général une marge qui se situe entre 25 et 35%. Grâce à l'IA, on peut avoir des marges sur certaines sociétés qui sont déjà autour de 45%. Donc, il va vraiment falloir intégrer complètement cette nouvelle composante. Il va y avoir plutôt l'ère post-IA plutôt que l'ère post-logiciel. Et encore une fois, c'est la sélection, les critères, le fait qu'être accompagné par un comité d'investissement, donc nous, on a des sélectionneurs de fonds qui savent exactement comment regarder chez un gérant, comment il a accompagné les sociétés, est-ce qu'il a pris en compte toutes ces évolutions qui sont relativement récentes, mine de rien, parce que l'IA, si le logiciel existe depuis longtemps, l'implémentation de l'IA est beaucoup plus récente. On n'assiste donc pas à une bulle, c'est vraiment une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de fonctionner. On a ensuite donc l'intelligence artificielle qui est mise en application dans un certain nombre de domaines et qui permettent quand même au PE d'aller chercher de la création de valeur. Donc, outre les bulles dont on a pu parler, parce qu'on va être complètement sous un autre prisme, la santé fait partie des domaines dans lesquels elle est très utilisée. Alors nous, la santé, c'est un domaine pour nous qui est défensif. Parce que le vieillissement de la population, les maladies, les soins, etc., sont quelque chose dont on a toujours besoin. Donc, le PE est un acteur fort dans cette industrie, participe beaucoup à son évolution. Et la santé, il y a la Health Tech qui apparaît, qui est vraiment comment je vais prendre ce domaine-là, je vais utiliser de la digitalisation, je vais utiliser des outils digitaux pour aller chercher de la performance, on va dire, au niveau de l'objet de la société. Je vais avoir une boîte qui fait des essais cliniques ou qui veut développer des essais cliniques plus rapidement, l'intelligence artificielle va pouvoir le lui permettre. Je vais avoir besoin d'utiliser, je peux utiliser l'IA pour m'aider à avoir des diagnostics plus précis et plus rapides. Voilà, donc l'IA est complètement implémentée dans ce domaine-là. Et très rapidement, un autre domaine dont on n'a pas encore parlé, mais finalement, je pourrais reboucler avec le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui et que j'évoquerai la prochaine fois, qui est plutôt les services B2B, les marketplaces, où là aussi, il y a une digitalisation qui accélère grandement sur le fait de mettre donc en relation des professionnels sur certaines thématiques, sur certains points. Elles ont besoin d'être connectées. On peut avoir des plateformes d'achat sur un certain nombre de domaines. L'IA, encore une fois, est nécessaire au déploiement de ce secteur, car elle va vraiment permettre, encore une fois, de raccourcir des délais d'exécution, d'avoir des propositions qui sont beaucoup plus ciblées, d'avoir des process qui vont être raccourcis et tout ça pour permettre que les professionnels entre eux soient plus efficaces. On peut avoir par exemple en portefeuille des sociétés spécialisées sur l'hôtellerie, ça va être des centrales d'achat sur l'hôtellerie, mais à vocation RSE, sur le circuit court, sur l'anti-gaspillage, etc. Et l'IA va permettre tout simplement d'optimiser tous ces process.
Donc, il y a une forte utilisation de l'IA. Elle est indispensable, en tout cas pour nous. Ce qu'il faut faire, bien évidemment, très attention, c'est que l'acteur, la société ou le gérant sache l'utiliser avec toutes les précautions qu'elle requiert. Faire attention de ne pas, je pense, pour les années à venir, ne pas surévaluer des sociétés, les acheter au bon prix, tenant compte de cette transformation intrinsèque qu'on voit euh, sur, sur le secteur, sur l'industrie en ce moment. Voilà. Bon, j'ai fait court pour essayer de respecter le timing imparti et voilà notre point de vue de l'IA dans l'industrie. Sarah, merci. On garde le petit boulot que tu avais prévu au départ pour la rentrée. Donc, Pour une fois, j'avais fait des surtout ne le slides. perds pas. Surtout ne le perds pas. Merci beaucoup. Je crois, Émilie, qu'on arrive à la fin de ce flash marché. Oui. Je vous remercie tous de vos participations. Merci à nos partenaires, au public, à l'équipe Mahaka. Et puis, on se retrouve avec plein de nouvelles idées à la rentrée. Tu as déjà la date, Émilie? Autour du 8 janvier. Ok, donc on se retrouve tous le 8 janvier et merci pour les 2 questions. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.